Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Bonjour à toutes et tous, je suis Maxime Prunier, président du Cercle Sciences Po HEC Paris. Nous sommes une entité au sein de Sciences Po Alumni et j'en profite pour remercier Bernard Elroul, le délégué général de l'association qui nous fait l'amitié de sa présence aujourd'hui. Je souhaite vous remercier notamment pour votre présence nombreuse. C'est un projet qu'on porte depuis maintenant 3 mois avec le bureau. Donc je voudrais remercier tout particulièrement Laurine Calcat à la communication qui a fait une communication assez brillante et Cédric Klimsing, notre vice-président, qui a monté cet événement à Marseille avec nos intervenants et nos modérateurs que je remercie également pour leur présence. Voilà, je vous invite également à consulter notre programme pour la semaine puisque le Alumni World Tour, c'est un forum qui va se dérouler jusqu'à vendredi. Chaque jour, nous allons partir dans une ville du monde à l'exploration d'une problématique sur les enjeux maritimes. Et donc, tout de suite, je vais laisser la parole à Cédric qui va nous introduire le sujet d'aujourd'hui sur les migrations. Merci Cédric. Oui, bonjour à toutes et à tous, donc Marseillaises, Marseillais et tous ceux qui sont en France ou en Belgique ou ailleurs dans le monde. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc c'est pour traiter d'un sujet assez important, un sujet d'actualité, mais une actualité qui dure depuis plusieurs années, car en effet, que ce soit dans les journaux télévisés, dans les journaux de la presse écrite, dans les talk-shows, mais surtout dans les talk-shows politiques, il y a beaucoup d'enjeux politiques, d'instrumentalisation, de fausses informations à ce propos. Nous allons essayer, à propos de la crise migratoire en Méditerranée, des enjeux migratoires, des flux migratoires, nous allons essayer de dépassionner le sujet, d'aller dans les faits, d'aller dans l'analyse, essayer justement de décortiquer ce qui se passe en Méditerranée, de comprendre ce qui s'y passe et d'établir également des perspectives pour résoudre cette situation de crise. Alors, Marseille, ce n'est pas un choix donc par hasard, tout d'abord parce qu'on est Marseillais, mais également parce que c'est une ville qui est marquée historiquement par ces phénomènes migratoires méditerranéens. C'est une ville qui respire le brassage culturel méditerranéen. Et donc, de ce point de vue-là, de cette perspective-là, nous allons ouvrir cette discussion. Alors, pour cette analyse de diverses dimensions, de sciences politiques, de géopolitique, d'économie, de droit, nous avons invité trois personnes, trois intervenants. Donc, je commence tout de suite par François Gémen. François Gémen, donc professeur, qui est également directeur de Hugo Observatory à Liège, qui est professeur à l'Université de Liège, donc, mais aussi à Versailles, à Sciences Po, qui est directeur de recherche à l'IRIS, qui a publié récemment un livre aux éditions Fayard. Donc, on a tous un ami noir. Je vous invite à le lire. On a également Madame Sophie Beau, cofondatrice et directrice de SOS Méditerranée France. Donc, c'est une association qu'on ne présente plus, mais tout de même, on va pouvoir avoir un décryptage de ses activités en Méditerranée, de ce qui s'y passe et de quels sont les enjeux. Et également Madame Blanca Moreno Dodson, donc directrice du Centre pour l'intégration en Méditerranée de la Banque mondiale. Donc, tout ça situé à Marseille et qui a aussi un enjeu sur toute la coordination internationale sur les enjeux de migration et d'insertion des réfugiés. Donc, je m'arrête de parler. Je lance tout de suite nos deux modérateurs du jour. Donc, Madame Paul Michelet, secrétaire général d'HEC Alumni Provence et président du Gréco, et Monsieur Didier Davitian, délégué général de Sciences Po Alumni Provence, pour cette conférence, pour cet enjeu crucial. Et donc, Paul, je te laisse tout de suite attaquer la conférence. Merci beaucoup. Paul, votre micro est coupé. Pas de souci. Merci Cédric, bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai l'honneur d'introduire cette conférence dont le sujet me tient à cœur. Et pour ce faire, je vais m'entretenir avec le professeur François Gemène, qui nous a rejoint, qui donc nous fait l'honneur d'être présent. Et nous allons essayer de poser un cadre à la fois général et, comme l'a dit Cédric, un cadre dépassionné, un cadre qui nous permet de mieux saisir la question des enjeux migratoires en Méditerranée. Alors, Monsieur Gemène, je vais commencer par une question qui a comme visée de recentrer le discours au plan à la fois historique et géographique. Donc, comme nous le savons, la Méditerranée, qui est la mer au milieu des terres, est à la fois un système et un espace migratoire. Depuis des siècles, l'espace est resté le même,
mais le système lié aux flux et aux stocks migratoires a très largement évolué. On peut affirmer aujourd'hui que la Méditerranée est l'objet d'une intense mobilité migratoire, évidemment, alors même que l'on constate une relative fermeture des frontières de l'Union européenne. Les pays d'Europe du Sud, qui constituent le principal flux migratoire, sont devenus eux-mêmes, qui à l'origine, étaient pourvoyeurs des principaux flux migratoires, sont devenus eux-mêmes aujourd'hui terre d'accueil et ont dû modifier depuis les années 80 leur façon d'aborder la question des flux migratoires. Façon d'aborder la question des flux migratoires qui a donc par capillarité été étendue dans toute l'Europe. Ma question est donc la suivante. Aujourd'hui, comment expliquez-vous que l'identité européenne, qui s'est construite sur des notions de paix, de démocratie et de culture avancée, peine à intégrer le volet migratoire dans son identité? Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence et merci de m'y avoir convié. Vous faites bien de souligner, cher Paul, le fait qu'effectivement ces questions d'identité sont importantes, notamment parce que les pays de la rive nord de la Méditerranée, donc du sud de l'Europe, ont été jadis des pays d'émigration. La Grèce, l'Italie sont deux pays qui ont une diaspora très très importante. Le Portugal est le premier pays d'immigration en France, historiquement. Et de plus en plus, ce sont des pays dont le profil migratoire se sont transformés, qui sont devenus pays d'immigration et parfois même pays de transit. Et au-delà de cette question qui est spécifique à ces pays de la rive nord de la Méditerranée, il y a globalement, je dirais, une sorte d'identité européenne qui de plus en plus va s'organiser autour de la frontière. Et quand on regarde l'histoire de la construction européenne en rapport avec la manière dont elle a géré ses frontières, on voit qu'il y a un double mouvement. D'abord, un mouvement d'ouverture des frontières intérieures, comme s'il s'agissait effectivement de créer un espace de paix, de prospérité et de libre circulation, mais qui se double d'une fermeture de plus en plus forte des frontières extérieures de l'Union européenne, comme s'il s'agissait de réserver cet espace de paix, de prospérité et de libre circulation à 500 millions ou quelques citoyens et en quelque sorte d'en exclure les autres, comme si la frontière extérieure allait devenir une sorte de point de démarcation entre ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. C'est ce qu'on a appelé parfois la question de l'Europe forteresse, c'est-à-dire qu'on allait construire l'Union européenne, évidemment à partir de valeurs comme la paix, la prospérité, etc., mais on allait aussi la construire géographiquement à partir de l'affirmation de frontières extérieures. Et je dirais, le problème, si la question des migrations ne parvient pas à être véritablement intégrée aujourd'hui dans le projet européen, c'est parce qu'on reste, à mon sens, bloqué dans une sorte de vision de la frontière qui appartient au XVIIe siècle. C'est-à-dire que lorsque le traité de paix de Westphalie en 1648 met un terme à la guerre de 30 ans en Europe, on invente, pour pacifier le continent, le concept de souveraineté nationale qui va s'appuyer sur une triple juxtaposition des frontières. Aux frontières du territoire vont correspondre des frontières de la population, auxquelles vont elles-mêmes correspondre des frontières politiques de la souveraineté. Et donc, triple coïncidence ou triple juxtaposition entre des frontières territoriales, démographiques et politiques. Et donc, depuis le XVIIe siècle, nous allons en quelque sorte rester coincés dans ce paradigme qui voudrait qu'une population corresponde à un territoire, auquel correspond évidemment une souveraineté nationale. Et le problème, c'est que les migrations vont faire voler en éclats cette triple juxtaposition. On va avoir une même population qui va être répartie, dispersée sur plusieurs territoires, et un même territoire qui va accueillir plusieurs populations. Et donc, de ce fait, j'ai presque envie de dire, depuis le XVIIe siècle, nous sommes incapables de penser la migration et nous allons la considérer comme une sorte d'anomalie politique. Nous allons considérer que dans un monde idéal,
chacun resterait chez soi et que donc les migrations sont un problème dont il faut se débarrasser ou qu'à défaut, il faut faire disparaître ou qu'il faut rendre invisible. Et alors, je dirais, on va déployer des méthodes différentes pour essayer quelque part de résoudre ce qui va apparaître comme un problème plutôt que comme une transformation structurelle. Les uns vont ériger des murs et des barrières pour essayer d'empêcher les gens de venir. Les autres vont dire il faut l'aide au développement et la paix partout dans le monde pour éviter que les gens ne doivent partir. Mais on reste globalement dans le même paradigme, même si les méthodes sont différentes. Cette idée que dans un monde idéal, les gens resteraient chez eux et les gens ne partiraient pas. Ce qui nie évidemment le caractère, je dirais, intrinsèque de la Méditerranée comme espace ou comme plateforme de mobilité, comme mer au milieu des terres. Et donc cet espace de circulation qu'est la Méditerranée se heurte de plein fouet à une conception assez figée de la frontière qui va déterminer le nous et le eux. Et de plus en plus, nous allons avoir des identités collectives qui vont s'organiser à partir des frontières. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va essayer de matérialiser de plus en plus la frontière avec des murs, des barbelés ou des clôtures, non pas tant pour décourager ceux qui essaient de venir, ça c'est ce qu'on va faire croire à l'opinion publique et aux médias, mais plutôt pour rassurer ceux qui sont à l'intérieur. L'erreur qu'on va souvent commettre, c'est d'imaginer que les murs et les barbelés sont des messages qui s'adressent à ceux qui sont à l'extérieur de la frontière, alors qu'en réalité, ils s'adressent plutôt à ceux qui sont à l'intérieur, comme une sorte de manière de les rassurer, de leur dire « rassurez-vous, vous êtes du bon côté, vous êtes dans cet espace de paix et de prospérité que nous avons appelé Union européenne, et nous allons veiller à ce que cet espace ne puisse pas être perturbé par des étrangers, par ceux qui sont du mauvais côté. » Bien, merci. Vos derniers propos me permettent de faire la transition adéquate, à savoir, donc là, vous avez très justement recadré une évolution historique. En ce qui concerne le cadre actuel, aujourd'hui, comme nous le savons, depuis plus d'une dizaine d'années, l'Europe essaye tant bien que mal d'intégrer ces flux migratoires, de se doter des instruments nécessaires au plan social, mais un des principaux vecteurs reste évidemment un encadrement juridique évolutif et adapté. En France, pour recentrer le débat sur un territoire que nous connaissons donc tous, nous avons eu en juillet 2018 le Conseil constitutionnel qui a décidé, qui a consacré le principe de fraternité, à savoir l'absence de poursuite passible à l'encontre de celui ou de celle qui déciderait effectivement de porter assistance à un migrant dans le cadre de son entrée et de son séjour. En parallèle de ce principe de fraternité, demeure passible de poursuite l'aide à l'entrée irrégulière. Donc nous sommes dans un terrain qui est très régulièrement, comme nous l'avons rappelé, amené à se transformer, et donc dans une perspective de légiférer sur les crises, crise sur crise, comme on le voit dans d'autres aspects politiques. Et selon vous, est-il pertinent aujourd'hui d'analyser les systèmes migratoires méditerranéens, que vous avez très largement décrits, au regard des crises actuelles? Je dirais, et vous faites bien de rappeler cette évolution du droit et ce jugement du Conseil constitutionnel, le simple fait qu'il faille rappeler par le droit et entériner dans des décisions de justice ce qui s'apparente quand même à des principes d'humanité élémentaires en dit très long sur la manière dont nous allons concevoir l'immigration et sur la manière dont nous allons quelque part déshumaniser ceux qui font le choix de partir ou ceux qui y sont contraints. Dans la même veine, le nouveau pacte européen sur l'asile et l'immigration qui a été proposé il y a quelques semaines par la Commission européenne propose de ne plus criminaliser le travail des sauveteurs en Méditerranée. Donc l'action d'ONG comme SOS Méditerranée, Open Arms ou d'autres ne serait plus à l'avenir criminalisée. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire d'inscrire cela dans un texte, dans une proposition de la Commission européenne, alors que cette obligation de porter secours à autrui, cette obligation de sauvetage en mer, est quasiment aussi vieille que le droit maritime et est un principe humanitaire assez essentiel. Et donc, effectivement, le problème
quelque part que ces évolutions, que ces textes soulignent, c'est que nous réagissons et légiférons par rapport à ce que nous percevons toujours comme une crise. Et d'une part, ça veut dire que nous sommes sans cesse dans une sorte d'optique réactive par rapport aux migrations. C'est-à-dire que nous essayons sans cesse de résister aux migrations comme si c'était quelque chose que nous allions pouvoir empêcher, comme si c'était quelque chose que nous allions pouvoir contrôler, maîtriser, juguler. Jamais nous nous plaçons dans une optique proactive qui va essayer d'organiser ces flux migratoires pour que cela se passe au mieux dans l'intérêt de tous, à la fois des migrants, mais aussi des pays d'accueil et des pays d'origine. Et malheureusement, vouloir résister aux migrations, a fortiori dans le contexte méditerranéen qui a toujours été un espace de migration. Enfin, il faut quand même rappeler que Jules César a eu une idylle célèbre avec Cléopâtre. Et donc, dans ce contexte méditerranéen qui a toujours été un espace de migration, l'idée de vouloir résister à ce phénomène est une tentative politique qui, par nature, est vouée à l'échec. C'est-à-dire que tant qu'on essaiera de résister aux migrations plutôt que de vouloir les organiser, nous serons condamnés à l'échec. Et je dirais, d'autre part, le problème est que nous sommes toujours dans une sorte de logique et de narrative de crise qui va faire pousser de plus en plus à la fermeture des frontières. Quand on est dans une crise sanitaire, comme la connaissent actuellement la plupart des pays du monde, quand on est dans une crise sécuritaire liée à des attentats terroristes ou quand on est dans une crise économique, les gens vont toujours se sentir davantage rassurés si l'on ferme les frontières. Ce n'est pas un hasard si c'est généralement la première mesure recommandée, si ce fut la première mesure sanitaire appliquée au moment de la crise du coronavirus, la fermeture des frontières a un côté rassurant pour les gens. Et donc, plus on va être en crise, plus les gens vont pousser à la fermeture des frontières. Et donc, a fortiori, si on parle de crise des réfugiés ou de crise migratoire, on va avoir une tendance naturelle à fermer les frontières et beaucoup de gens, parfois de bonne foi et parfois des gens plutôt favorables à l'accueil des migrants, vont aussi être favorables en situation de crise à une plus grande fermeture des frontières. Mais le problème, c'est que cette fermeture des frontières, non seulement va engraisser les passeurs et va développer leur commerce de façon gigantesque, mais va rendre les traversées de plus en plus dangereuses et donc malheureusement de plus en plus meurtrières. Et donc la fermeture des frontières va créer un chaos aux frontières, va créer des drames humanitaires en Méditerranée et va faire que l'on va parler de plus en plus de crises migratoires, ce qui va inciter les gouvernements et les gens à vouloir fermer de plus en plus les frontières. Et donc on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux où la fermeture des frontières entraîne la crise et où la crise elle-même entraîne une fermeture plus grande encore des frontières. Et donc il y a une nécessité, je dirais, aujourd'hui, si l'on considère la Méditerranée comme espace de circulation et de migration, d'abord à essayer de voir comment on peut organiser ces migrations plutôt que d'essayer d'y résister. Et la première chose à faire, ça serait de créer des voies d'accès sûres et légales au territoire européen pour ne pas que les gens risquent leur vie et doivent dépenser des fortunes auprès des passeurs. Et puis, je dirais, la deuxième chose à faire, c'est de sortir absolument de ce narratif de crise pour se demander comment, posément, on peut essayer d'organiser les choses au mieux. Je vous remercie, professeur Gemène. Vous avez anticipé ma troisième question, celle qui se voulait une ouverture sur les pistes à suivre pour juguler et gérer au mieux ces enjeux migratoires. Je vous laisse rajouter des éléments qui vous sembleraient opportuns. Et puis, nous profiterons pour ensuite passer la parole à Madame Beau, qui se parlera plus spécifiquement d'un aspect en mer. Merci. Si on essaie d'aborder les aspects les plus pratiques sur ce qu'on pourrait faire immédiatement, la priorité, c'est évidemment de mettre un terme au drame humanitaire qui continue en Méditerranée. On est déjà à quasiment 1000 morts noyés en Méditerranée cette année et ce chiffre, enfin, Madame Beau pourra le dire, est vraisemblablement sous-évalué puisque ce ne sont que les naufrages dont on a connaissance. Si on regarde le chiffre depuis 2014, c'est-à-dire depuis le début de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, on est à plus de 20 000 morts en mer, ce qui veut dire que la Méditerranée est aujourd'hui à la fois un des principaux espaces de circulation dans le monde, mais aussi la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants et pour les réfugiés. Et donc,
Aujourd'hui, je dirais la priorité pour mettre un terme à ce drame humanitaire qui continue, c'est d'avoir des corridors, des voies d'accès sûres et légales vers l'Union européenne qui permettent tout simplement aux gens de venir en avion plutôt que de venir en bateau. Ce qui permettrait aussi, quelque part, de décharger les pays de premier accès comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, qui, en raison de leur position géographique, sont les premiers pays traversés, comme vous le savez, en fonction des règlements de Dublin, les pays qui ont aussi la charge d'enregistrer les demandes d'asile et de fournir le premier accueil. Et puis, dans un deuxième temps, il faudra quand même que nous arrivions à avoir une vraie politique européenne en matière d'asile et à considérer que les migrants ne cherchent pas tant à rejoindre l'Italie, l'Espagne ou la Grèce qu'à rejoindre le continent européen. Raison pour laquelle il y a d'importantes circulations à l'intérieur du continent européen. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 27 régimes d'asile complètement différents les uns des autres, différents dans leurs critères d'octroi du statut de réfugié, différents dans leurs conditions d'accès et d'accueil. Et c'est une grande injustice. C'est une injustice en premier lieu pour ceux qui déposent une demande d'asile et qui, selon le pays où ils vont la déposer, pays qu'ils ne vont pas choisir, ils vont avoir une chance plus ou moins grande d'obtenir l'asile. Et donc, quelque part, leur vie va se jouer sur une loterie. Et c'est aussi un système qui est injuste, évidemment, pour les pays de la rive nord de la Méditerranée qui vont devoir gérer ces demandes d'asile, gérer le premier accueil, sans que les autres pays européens ne fassent montre de la moindre solidarité. Jusqu'ici, chacun est d'accord pour dire que ce système ne peut plus fonctionner, mais le problème, c'est que personne n'a le courage politique de proposer un système à mettre en face, et donc nous sommes coincés avec un système dont chacun reconnaît aujourd'hui qu'il est caduc. Je vous remercie. Didier. Votre micro n'est pas allumé, Monsieur Davidsian, si je peux me permettre. Voilà. Donc, merci, professeur, pour ces éclairages. Donc, Didier Davidsian, je suis modérateur, donc représentant Sciences Po Alumni. Au passage, je salue la présence de Bernard Elroux, délégué général, dont j'attends évidemment son intervention avec impatience. Mais avant Bernard, j'ai l'honneur, privilège d'avoir préparé cette interview avec Sophie Beau et j'ai été impressionné, parce que je connaissais de nom évidemment l'ONG SOS Méditerranée, mais j'étais impressionné de voir combien l'éthique, la déontologie, mais aussi l'activité font de cette ONG une référence en la matière. Alors, je ne vais pas parler, c'est pas moi dont il est question, en revanche, c'est vous, chère Sophie Beau. Ce que j'ai compris, parce qu'à Sciences Po, on nous apprend la synthèse. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes une ONG qui vise au respect du droit maritime international, d'une part, et d'autre part, sans instrumentalisation politique. Moi, la question que je souhaiterais vous poser, c'est d'abord, peut-être une présentation de l'ONG, une présentation de vous-même également, et surtout votre actualité, l'actualité de l'ONG actuellement. Voilà pour ma première question. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. On est toujours très heureux, SOS Méditerranée, quand Marseille se recentre sur ces enjeux migratoires de la Méditerranée. Écoutez, alors très rapidement, qui je suis? Moi, je suis une humanitaire depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé sur des terrains variés de crise un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie, dans le Caucase. Et puis au siège de grandes ONG médicales assez connues. Voilà, jusqu'à me consacrer à des activités de conseil auprès des acteurs de la solidarité, puisque j'avais pensé quitter définitivement le monde humanitaire en 2008. Et puis, en fait, en 2014-2015, tout début 2015, j'ai rencontré un capitaine de marine marchande allemand, Klaus Vogel, et ensemble, nous avons décidé de faire ce que nous pouvions à notre petit niveau en créant cette ONG, SOS Méditerranée.
parce qu'il nous semblait totalement inacceptable d'assister à ces milliers de morts aux portes de l'Europe sous nos yeux sans rien faire. Dans un contexte de défaillance des États, on pourra y revenir bien sûr, mais qui a été le moteur de la création de SOS Méditerranée. Alors vous disiez SOS Méditerranée, une association qui a pour mission de respecter le droit. Enfin, respecter le droit, malheureusement, je n'aurais pas cette prétention-là, parce qu'on voit que c'est un beau chaos, la mer Méditerranée aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous basons notre action de sauvetage sur un strict respect du droit maritime international et du droit des réfugiés, et en général du droit international humanitaire, parce que c'est un cadre tout à fait éloquent et suffisant, et sans aucun doute possible, qui nous indique qu'il faut porter secours à ces milliers de personnes qui traversent la mer Méditerranée. Nous travaillons depuis donc 2015, année de la création de SOS Méditerranée. Nous sommes un petit groupe de citoyens au début, marins, humanitaires, qui avons affrété un premier bateau, l'Aquarius, qui a été célèbre parce qu'il a été envoyé jusqu'à Valence pour aller débarquer 630 personnes qui avaient été secourues dans des conditions terribles en juin 2018. Et aujourd'hui, un nouveau navire qui s'appelle Ocean Viking, qui est détenu aujourd'hui, au moment où je vous parle, encore par les autorités italiennes. C'est le 7e navire humanitaire bloqué cette année. Donc, on parlait tout à l'heure de criminalisation, on pourra y revenir également si vous le voulez. Notre action, c'est très clair, c'est de sauver des vies, de protéger les rescapés jusqu'à leur débarquement dans un lieu sûr, conformément au droit maritime international qui veut qu'un sauvetage ne s'arrête que lorsque les personnes sont dans un lieu sûr. Et ce lieu sûr, ça ne peut évidemment pas être en Méditerranée centrale, la Libye, puisque c'est le lieu où les personnes vivent les pires exactions, enfermées dans des camps et dans des réseaux de traite humaine. La troisième mission de SOS Méditerranée, c'est de témoigner, de sensibiliser l'opinion publique et puis nos dirigeants aussi, dans 4 pays aujourd'hui, parce que c'est un réseau maintenant, SOS Méditerranée. Donc, nous sommes au départ une association franco-allemande, et puis nous avons élargi notre réseau à l'Italie et à la Suisse. Donc, quatre associations sœurs qui essayent de collecter des fonds ensemble pour faire fonctionner ce navire de sauvetage, qui est l'un des navires humanitaires de sauvetage en mer Méditerranée centrale. D'autres ONG ont été créées depuis 2015 également. Alors peut-être un petit bilan aussi pour vous dire ce qu'on a fait pendant ces 4 ans d'opération, entre février 2016 et cette année 22 juillet 2020, c'est la date de détention du navire par les autorités italiennes. Ce sont 270 opérations de sauvetage et 31 799, quasiment 32 000 personnes secourues sur ces 2 navires, l'Aquarius et l'Ocean Viking, par nos équipes de marins sauveteurs. Alors tout cela, ça se passe dans un contexte extrêmement politisé et médiatisé, contrairement à la plupart des contextes humanitaires qui sont plutôt en général très oubliés finalement. Moi, c'est bien la première fois de ma carrière humanitaire, si je peux dire, que j'ai affaire à autant de politisation et d'instrumentalisation de ces questions. On va y revenir. Donc, beaucoup d'enjeux autour de cette mission qui font que ce qui pourrait sembler le b.a.-ba d'un devoir moral et légal, qui est de tendre la main à celui qui se noie, est pourtant battu en brèche et donne une crise humanitaire, pour le coup, qui malheureusement ne s'arrête pas malgré les années, même si les flux migratoires ont beaucoup baissé depuis l'année 2015. Ça n'a absolument pas il n'y a pas de comparaison possible entre le million de personnes qui ont traversé la mer en 2015 et les 80 000 cette année. Malgré tout, cette situation reste très politisée, très instrumentalisée par les autorités des différents pays européens. Alors justement, comment vous situez-vous vis-à-vis des États, d'abord, d'une part, et vis-à-vis du monde, on va dire, de la mer, d'autre part? Alors, en fait, la création de SOS Méditerranée vient d'une défaillance des États qui n'assurent pas au départ, et c'est bien pour cela qu'on a créé SOS Méditerranée, leur mission
d'assistance. Les États côtiers, en fait, dans le droit maritime, ont une obligation de coordonner les secours en mer et d'intervenir sur des zones qui sont délimitées, ce qu'on appelle les zones de recherche et de sauvetage, les zones SAR en anglais. Jusqu'en 2018, si vous voulez, les Italiens, alors moi je vous parle de la Méditerranée centrale qui est l'axe migratoire le plus mortel au monde, hein. On pourrait élargir le propos au reste de la Méditerranée et puis encore aujourd'hui maintenant, de nouveau je dirais aussi aux côtes atlantiques vers les Canaries, mais moi je vous parle vraiment de la Méditerranée centrale, là où nous opérons. Nous avons donc choisi de nous limiter à cet espace-là parce que c'est une zone très très vaste pour laquelle il faut des moyens maritimes considérables et qu'il était vraiment difficile de pouvoir monter des opérations de secours adaptées aux besoins. Et c'est donc toujours aujourd'hui l'axe le plus meurtrier, hein. Cette année, on est à peu près à 750 victimes décomptées par l'Organisation internationale des migrations sur un peu moins de 1000 décomptées au total en Méditerranée. Donc, vous voyez, les 3/4 des morts sont sur cet axe de Méditerranée centrale. Le droit maritime est extrêmement clair. Il y a une obligation d'assistance en mer pour tout capitaine de n'importe quel navire qui est sur zone, que ce soit un navire militaire d'État ou un navire privé de commerce, de marine marchande, un yacht ou n'importe quel navire qui a la capacité de porter secours. Il y a cette obligation d'assistance, tout comme elle existe à terre de la même manière. Quand on a un accident au bord de la route, on doit s'arrêter pour porter secours. Donc le droit est extrêmement clair. Il nous donne aussi notre légitimité pour intervenir, nous, en tant qu'ONG de sauvetage, si vous voulez. Et cela, ça vient percuter cette obligation d'assistance qui n'est pas remplie par les États. Je disais donc jusqu'en 2018, l'Italie était le seul pays qui consacrait des moyens importants, et notamment la coordination des secours était assurée par les Italiens jusqu'en juillet 2018. Alors c'est intéressant parce que juillet 2018, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est aussi l'adoption d'un principe de fraternité, enfin un rappel en tout cas au niveau constitutionnel de ce principe de fraternité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Transfert de la responsabilité des sauvetages sur cet axe le plus mortel au monde de Méditerranée centrale de la part des Italiens vers les Libyens. Les Libyens, dont on sait à quel point la Libye n'est pas un pays stable, il est en proie au chaos, au réseau de traite, à des réseaux mafieux, criminels, etc. Il n'y a pas d'autorité politique, il n'y a pas, voilà. Et les migrants qui sont pris dans des réseaux de traite qui convergent vers la Libye se retrouvent dans des situations atroces, prisonniers dans des camps de détention plus ou moins officieux, plus ou moins officiels. De toute façon, il y a une très grande porosité entre ces milices et ces forces de l'ordre, entre ces passeurs et ces gardes-côtes libyens. Et donc, ce sont ces Libyens qui se retrouvent en charge de la coordination des secours. Et depuis le mois de juillet 2018, qui est aussi le moment où l'Italie a fermé donc son port à l'Aquarius, qui nous a valu d'aller jusqu'à Valence, depuis ce moment-là, si on était dans une défaillance des États avant 2018, là, je peux dire que c'est le chaos le plus total. C'est un trou noir. La mer Méditerranée est devenue un trou noir dans lequel il n'y a plus de coordination des sauvetages, les alertes de détresse ne sont plus répercutées vers les navires qui sillonnent sur zone. Je vous le dis pour avoir été vraiment avec notre navire en première ligne de ce trou noir. Il faut détecter les embarcations à la jumelle depuis nos navires, ou bien sur nos radars, ou bien s'il y a des petits avions d'ONG qui survolent cette zone, c'est comme ça qu'on peut avoir les alertes de détresse. Donc il n'y a plus de détection de ces incidents. Une fois qu'on a connaissance de ces embarcations en détresse qui malgré tout continuent, hein, les départs continuent depuis les côtes libyennes, il n'y a pas de coordination digne de ce nom. Les personnes sont dans le meilleur des cas interceptées par les gardes-côtes libyens et ramenées dans un pays qui n'est pas considéré comme un port sûr. Il n'y a pas de port sûr en Libye. Et ça, il y a une unanimité de tous les responsables, y compris politiques européens, quand on leur pose la question. C'est clair au niveau du droit international. Et pourtant, la politique européenne continue à réexternaliser ces personnes vers les gardes-côtes libyens.
Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, plus d'opérations de sauvetage, il y a évidemment beaucoup plus de mortalité sur cet axe de Méditerranée centrale. Dernière question. Vous avez 5 ans d'existence, vous avez fait beaucoup, hein, c'est ce que vous nous dites, hein, on le sait, on le voit. Quelles sont pour les 5 prochaines années? Comment vous voyez les choses? Alors déjà, pour les 5 prochaines semaines, on va dire, notre priorité, c'est de repartir en mer avec notre navire. On fait tout pour le libérer. Aujourd'hui, il est dans un chantier naval, donc on est très proche du but, j'espère, pour repartir en mer au plus vite. Et donc, il y a un vrai enjeu humanitaire immédiat parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un bateau de sauvetage, c'est Open Arms, et tous les autres sont bloqués. On espère que la mise en conformité de notre navire, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais les Italiens ont inventé une distorsion du droit maritime qui fait qu'ils reprochent maintenant à tous les bateaux de sauvetage de ne pas être conformes aux standards de sécurité. Alors c'est leur interprétation du droit maritime. Bon, on espère pouvoir repartir assez vite, ça c'est vraiment le très court terme. Ensuite, à moyen terme, qu'est-ce qu'il faut? Et malheureusement, nous répétons les mêmes choses depuis plusieurs années avec SOS Méditerranée. Il faut d'une part une flotte digne de ce nom en mer Méditerranée centrale parce qu'on sait comment faire pour secourir ces milliers de personnes. Les Italiens avaient montré la voie en 2013-2014 avec l'opération de secours Mare Nostrum, donc on sait pertinemment comment il faut faire. Les navires humanitaires ont remontré que c'était possible de secourir des milliers de personnes également. Donc ça, c'est vraiment la priorité, sauver des vies. Ensuite, il est urgent que les États européens s'entendent sur un mécanisme solidaire de répartition des naufragés de Méditerranée parce que les États de première ligne, comme l'Italie, ne peuvent pas supporter seuls vis-à-vis de leur opinion publique le coût politique et économique peut-être, je ne sais pas, là il y a un vrai débat, mais en tout cas politique, de ces arrivées sur leur territoire alors qu'ils sont laissés isolés par les autres pays de l'Union européenne. Donc là, il y a vraiment une urgence, c'est un mécanisme de solidarité européen. Ensuite, bien sûr, le dernier point, juste si vous me laissez compléter, le troisième point très important, c'est mettre fin à cette politique scandaleuse d'externalisation vers la Libye, un État qui est en faillite. Comment peut-on sérieusement laisser la responsabilité des sauvetages en mer et tout ce qui s'ensuit derrière, parce que les personnes sont redéversées dans ce système de ce qu'ils appellent l'enfer libyen, c'est ce que disent les rescapés qu'on a à bord de nos navires, ils parlent de l'enfer, avec esclavage, torture, sévices, viol, rançon, etc. Donc ça, c'est tout à fait inacceptable d'un point de vue, enfin, c'est indigne de l'Union européenne de nos jours que d'externaliser ces questions migratoires vers des États tels que la Libye. Voilà. Après, malheureusement, je ne suis pas très, très optimiste, très franchement, parce qu'on ne voit que des détériorations dans le contexte aujourd'hui. Et donc, notre levier à nous, SOS Méditerranée, bien sûr, c'est, à part sauver des vies, qui est notre priorité et notre mission, c'est de travailler, de sensibiliser avec toutes nos équipes de bénévoles à travers les pays européens sur les opinions publiques, en espérant que peut-être un jour, on ait un effet sur les politiques de nos dirigeants et sur les options fondamentales prises par nos dirigeants. Je crois qu'on est bon dans le timing, on va respecter le timing. Merci beaucoup, chère Sophie Beau. Je vous en prie. Merci. Tout à fait, et merci pour ces interventions. Et justement, pour enchaîner dans cet esprit de transition, nous voyons que pour éviter ces naufrages mortels en Méditerranée qui se sont multipliés ces dernières années, pour justement organiser ces flux migratoires, comme on en avait parlé tout à l'heure, pour organiser cette solidarité européenne, on a sûrement besoin justement d'accords internationaux, de se mettre d'accord ensemble entre acteurs internationaux. Donc, il y a des organisations internationales qui aussi s'engagent sur ces problématiques. Et on a justement la chance aujourd'hui d'avoir Madame Blanca Moreno-Dodson, donc directrice du Centre pour l'intégration en Méditerranée, qui va pouvoir justement nous éclairer un petit peu sur l'activité de son organisation internationale, de ce qu'ils font avec les partenaires du bassin méditerranéen, notamment sur ces questions d'insertion aussi des réfugiés. Une fois que les réfugiés sont rescapés, etc., qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, Madame Moreno-Dodson, si vous pouvez justement nous faire un premier éclairage sur votre activité justement sur votre activité, tout simplement.
Merci beaucoup Cédric. C'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui et je félicite les deux intervenants parce que j'ai beaucoup appris et je souhaite que cette opportunité qui nous est présentée aujourd'hui de travailler ensemble nous amène vraiment à pouvoir collaborer et à dialoguer par la suite. Donc encore merci. Le centre que j'ai l'honneur de diriger, qui s'appelle Centre pour l'intégration en Méditerranée, est une plateforme d'échange d'idées, de connaissances, de dialogue entre les pays de la Méditerranée du Nord et du Sud, qui est animée et soutenue financièrement et techniquement par la Banque mondiale, aussi bien que d'autres institutions comme l'AFD, la BEI. Et nous sommes la seule institution en Méditerranée qui rassemble et le gouvernement et les institutions multilatérales et la société civile. Et nous avons aussi le gouvernement du sud de la France, la ville de Marseille qui sont membres. Et nous travaillons surtout avec des réseaux de jeunes et des différents représentants de la société civile. Mais notre mandat n'inclut pas que les aspects migratoires. On travaille aussi sur le climat, sur l'énergie, l'intégration du commerce, etc. Mais quelle est notre approche par rapport au sujet d'aujourd'hui? On travaille sur deux niveaux, en fait. D'abord, on essaie d'influencer le dialogue et nous travaillons sur sur un rapport, qui sera un flagship rapport, qui sera présenté à Marrakech en 2021 sur la migration, où on essaye d'éclaircir beaucoup de questions du point de vue académique et analytique, d'abord sur la base de données. Quels sont les déterminants migratoires dans la région, les déterminants économiques, les déterminants relationnés avec les conflits, le changement du climat qui vient aggraver tous les autres déterminants, les pressions démographiques, etc. etc. Et d'abord, bien comprendre les déterminants sur la base des données et ensuite proposer des actions et des recommandations concrètes pour améliorer ce dialogue, parce que c'est vraiment un sujet qui mérite un dialogue entre le Nord et le Sud. Aucun pays va pouvoir résoudre par lui-même et les pays du Nord ne peuvent pas avoir la solution s'il n'y a pas un dialogue avec le Sud et vice-versa. Et c'est vrai que souvent on participe à des rencontres où il y a qu'une vue qui est représentée, et la vue du Nord la plupart du temps, et qu'il n'y a pas assez de dialogue et bilatéral et multilatéral entre le Nord et le Sud pour résoudre tous ces problèmes liés à la migration irrégularisée. Alors, nous, on suit le Global Compact for Migration et on travaille sur le fait que notre narrative indique que la migration régularisée est bien gérée et doit faire partie des politiques de développement et qu'il faut vraiment approcher ce sujet avec une vision beaucoup plus positive par rapport à ce qui a été dit dans les médias, etc., et le manque d'informations qui prédomine surtout par rapport à ces sujets. Il faut voir qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé sans la migration. La migration, c'est normal, c'est nécessaire et il y a d'ailleurs une corrélation positive entre la migration et la croissance. Donc, il faut arrêter de faire un discours négatif sur la migration. Ensuite, comme Madame Beau a bien indiqué, en attendant que ces dialogues émergent et puissent donner des résultats, il y a les effets négatifs qui sont désastreux, qui sont inacceptables, qui sont vraiment contre toutes les valeurs des êtres humains et encore plus impossible de supporter dans une communauté comme puisse être l'européenne ou même dans le cadre des dialogues dans nos institutions. Alors, il faut agir sur les deux niveaux. Il faut agir d'abord sur comment influencer les dialogues, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire nous par rapport à notre rapport et les dialogues qui viendront après, et ensuite agir directement pour aider ceux qui sont déjà forcés à être déplacés. Et là, nous avons un programme qui donne un soutien direct aux communautés qui accueillent les réfugiés. Et ce programme rassemble 173 municipalités dans les pays de la Méditerranée qui accueillent des réfugiés depuis des années. Il y a donc le Liban, la Jordanie, l'Irak, bien sûr, les Palestiniens qui sont un peu partout, et aussi la Turquie. Et ce groupe de municipalités se réunit 3 ou 4 fois par an et notre centre fait la formation technique pour les aider justement à résoudre les problèmes liés au fait qu'ils ont beaucoup plus de pression sur l'éducation, sur la santé, etc. En même temps, notre discours est aussi positif dans le sens où la plupart de ces réfugiés
viennent avec des capacités de travailler, des investissements et des qualifications qui, dans les cas les plus positifs, sont porteurs d'emplois pour la population locale. Donc, il faut le voir de cette façon-là. Et par exemple, par rapport à la réponse COVID, nous les avons aidés à se rassembler et à prendre les uns et des autres. Ils ont signé des accords de jumelage. Les municipalités maintenant de la Palestine et de la Turquie travaillent ensemble, par exemple. Et ces alliances sont nées dans le cadre de nos dialogues. Et le pas suivant va être de pouvoir leur donner des subventions directes. Parce que des fois, le fonds qui arrive au niveau national dans ces pays ne touche pas les municipalités. C'est des fonds qui sont beaucoup plus petits, dont ils ont besoin. Et on travaille pour essayer de donner suite à cette capacité technique avec un financement et des subventions concrètes. Peut-être que je m'arrête là pour la première question. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Et pour enchaîner justement sur cette discussion de votre action, vous êtes également spécialiste vous-même donc en développement économique. Vous êtes économiste de base. Sur ces questions économiques, sur ces politiques économiques, est-ce qu'il y a des politiques économiques qui sont considérées également, où vous voulez porter justement un dialogue nord-sud sur ces questions-là, mais comment vous l'organiseriez-vous, ce dialogue peut-être économique, sur les politiques économiques qu'il faudrait mener pour justement peut-être mieux organiser ces flux migratoires, peut-être développer aussi le sud de la Méditerranée pour qu'il y ait peut-être moins de phénomènes migratoires. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu naïf sur ces questions-là. Auriez-vous peut-être un éclairage un peu plus à apporter sur cette thématique du développement économique du sud de la Méditerranée? Merci Cédric, c'est une très très bonne question. Le problème, c'est que même dans la perspective du développement, la plupart des théories, d'approches pensent que s'il y a le développement, il y aura moins de migration, alors que c'est tout à fait faux. En fait, la migration et le développement sont corrélés de façon positive d'un côté. Et d'un autre, ce qu'il faut, c'est vraiment des politiques proactives de migration faisant partie des stratégies de développement, ce qui a été complètement négligé, oublié dans le passé. Et donc, il faut passer à l'action, il faut passer à définir les politiques migratoires de façon proactive et non pas de façon isolée. Il faut le faire dans le contexte des stratégies de développement plus élargies. Alors, dans ce contexte-là, je suggère de faire le lien entre, par exemple, les politiques de commerce et la mobilité des personnes. Parce que la plupart d'accords de libéralisation commerciale, c'est qu'il faut vraiment dans la région pour encourager la croissance. C'est une région qui n'est pas intégrée, elle est très isolée. Les pays sont isolés, les uns par rapport aux autres. Si vous regardez les chiffres des commercialisations, des échanges commerciaux, des biens et des services en Méditerranée, c'est beaucoup plus inférieur que dans les autres régions du monde, que ce soit l'Amérique latine ou l'Asie. Alors, dans le cadre de cet esprit d'ouvrir les frontières à plus d'échanges entre le nord et le sud, d'échanges commerciaux de biens et de services, en valorisant les biens qui sont produits dans le sud, notamment en agriculture, et aussi les services. Dans le cadre de ces accords commerciaux, il y a toujours des volets qui ont à voir avec la mobilité des personnes. Donc, c'est déjà là, il y a des opportunités pour lier les deux, les échanges commerciaux avec la mobilité des personnes. Mais souvent, ils ne sont pas bien utilisés. Ces clauses qu'il y a dans les accords commerciaux n'ont pas été assez développées dans le passé. Ensuite, il y a aussi un lien entre les investissements, les flux de capitaux et la mobilité des personnes. Il y a des investisseurs qui peuvent être découragés et d'investir dans un secteur concret ou dans un pays concret si en fait il y a des restrictions pour la mobilité des personnes. Et il y a pas mal d'exemples aussi qui essayent de donner des incitations aux entreprises qui embauchent par exemple des réfugiés ou des migrants qui échouent. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles laborales, des règles du marché du travail dans le pays en question qui vont contre la création de ces postes de travail pour les émigrés. Alors, il faut changer les régulations, il faut harmoniser les régulations. Il ne faut pas que chaque pays, de façon isolée, commence à changer la politique du marché du travail ou la politique d'immigration sans parler avec les autres. C'est pour ça que nos dialogues essayent vraiment de faciliter un forum pour que les pays puissent échanger quelles sont les meilleures façons d'arriver à ces résultats. Et aussi, il y a des accords bilatéraux très nombreux, que je sache, à ma connaissance, surtout au Maroc, Tunisie et Jordanie, avec l'Union européenne. Mais c'est encore des dialogues et des rapports bilatéraux. Ce n'est pas suffisant, il faut en faire plus. Et il faut aussi que ces dialogues soient actualisés, parce que la plupart de ces
de ces rapports et de ces accords, en fait, sur la mobilité des personnes sont obsolètes. Et il faut encore les revoir à la lumière des dernières évolutions de la région par rapport aux échanges commerciaux, par rapport à l'évolution des investissements dans la région, etc. Alors, merci beaucoup. Alors justement, avant d'ouvrir les questions au public, parce que je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, mais une dernière question, notamment donc, dans ce volet Sciences Po HEC, on va dire, sur la thématique des acteurs privés, des entreprises, par exemple des transporteurs maritimes, etc., sur notamment le volet second, pas forcément sur la création du dialogue, etc., qui est nécessaire, le forum pour renforcer les échanges nord-sud, mais également sur la crise actuelle en Méditerranée, sur ce qui se passe avec les naufrages, etc. Est-ce que les acteurs privés, les transporteurs maritimes, etc., sont représentés, interviennent, etc., dans les discussions? Est-ce qu'il y a un rôle? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'ils se manifestent? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce propos? Oui, en fait, oui, dans plusieurs de nos dialogues, on a invité aussi des représentants de ces forces et aussi des représentants des autorités qui sont en charge de la sécurité, parce qu'il y a toujours un équilibre entre la protection contre les crimes, les abus, comme ils ont déjà été détectés, et en même temps favoriser la migration régularisée. Pas? Et il y a beaucoup de gouvernements où ils sont bloqués sur un de ces points. Par exemple, dernièrement, parce que vous avez mentionné l'Italie avant, et dernièrement, en fait, il y a un an ou deux, avec le gouvernement actuel, tout l'accent a été mis sur la sécurité et cela bloquait la possibilité d'avoir un dialogue sur la migration régularisée. Il faut trouver un peu un équilibre entre les deux. Mais pour mieux répondre à votre question, nous, on essaie aussi d'influencer les actions sur le terrain à travers les projets, l'incubation des projets. Et là, on participe à des dialogues entre les deux rives de la Méditerranée pour identifier des projets qui pourraient créer des postes de travail et au nord et au sud, et surtout des projets qui sont développés à échelle méditerranéenne. Et je vais mentionner là un secteur qui me paraît le plus important peut-être de nos jours, qui est le secteur de l'énergie. L'énergie, et surtout les énergies renouvelables, constitue vraiment une opportunité énorme pour la création de postes de travail et au nord et au sud, mais notamment au sud parce que les pays du sud sont vraiment très riches en énergie renouvelable, alors que l'Europe, toute l'Europe va exiger beaucoup plus d'énergie et va avoir une demande explosive et surtout qu'ils veulent arriver aux objectifs des New EU Green Deal et pour lesquels ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas pouvoir le faire tout seuls. Il faut vraiment concevoir ces aspects des énergies à zéro carbone en 2030 et en 2050 en considérant la zone méditerranéenne en tant que telle. L'Europe ne peut pas le faire tout seul. Et ce secteur serait porteur des postes de travail, notamment au sud, s'il y a un transfert de technologies entre le nord et le sud. Et il y a vraiment une approche de co-développement et intégration. Le problème, c'est que beaucoup de compagnies qui investissent dans le sud, ils décident de créer des subsidiaires dans le sud, mais il n'y a pas une vraie approche de co-développement et d'intégration. Et il faut concevoir ces projets en impliquant les petites et moyennes entreprises du sud et en favorisant davantage des modèles de production et de croissance qui impliquent le nord et le sud et qui maximisent vraiment l'utilisation de toutes ces qualifications, de cette main-d'œuvre qui existe dans le sud qui n'est pas assez valorisée. Donc, nous, on n'intervient pas directement dans les aspects humanitaires et je salue vraiment le travail que fait SOS Méditerranéen, vraiment bravo et on espère collaborer, peut-être pouvoir vous soutenir dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces formidables interventions très, très précises, qui nous éclairent énormément sur ces thématiques-là. Alors, sans plus attendre, on va donner du coup priorité maintenant aux questions du public. Et justement, pour transférer vers cette thématique, on va dire espace européen, espace sud de la Méditerranée, sur cette dimension européenne, finalement, est-ce qu'en Union européenne, on est si unique que ça sur ces thématiques-là? Ben non, il y a forcément pas mal de problèmes. Et Christian Durand, justement, nous pose la question adressée à M. Gémen, donc au professeur Gémen. Le professeur Gémen pourrait-il dire comment rassurer les populations à l'intérieur de l'UE sur le bien fondé de son approche,
probablement en décrivant l'Union européenne 10, 20 ou 30 ans après sa mise en œuvre de l'organisation des flux migratoires qu'il préconise. Merci beaucoup. Il est certain effectivement que on a aujourd'hui un grand problème dans la communication autour de ces sujets et dans la manière dont ils sont abordés dans le débat public. Et ils sont effectivement toujours abordés dans le débat public sous la forme d'un narratif de crise. Et malheureusement, on sent aujourd'hui que les conversations, les débats sont de plus en plus tendus sur des sujets, de plus en plus passionnels et aussi de plus en plus normatifs, comme s'il s'agissait d'être pour ou contre, comme s'il s'agissait de considérer l'immigration comme une opportunité ou comme un fardeau. Et donc, on se retrouve vraiment dans cette logique binaire qui, à mon sens, n'arrive qu'à dresser les camps les uns contre les autres, à avoir un camp des bons et un camp des mauvais ou des méchants, et qui ne permet pas véritablement d'avancer, ni de discuter et de débattre rationnellement de la manière dont on peut vraiment avoir une politique d'asile et d'immigration. Et le problème aujourd'hui, c'est que, faute de politique d'asile ou d'immigration, on a un peu la fermeture des frontières qui devient le seul horizon politique commun, et on ne voit pas qu'il est possible de faire des choses, qu'il est possible d'organiser les choses au mieux. Et donc, je crois que la priorité, effectivement, par rapport aux opinions publiques, c'est d'abord de sortir de ce narratif de crise et de cesser de, quelque part, de mobiliser uniquement des émotions sur ce sujet, mais de faire revenir un peu de raison dans le débat. Alors, il y a une responsabilité évidemment médiatique aussi. Le problème, c'est que dans les médias, lorsque on voit des migrants ou des demandeurs d'asile, on les voit toujours dans des situations d'extrême détresse. On les voit soit sur des bateaux qui font naufrage en Méditerranée, soit dans des camps aux conditions inhumaines, soit en train de se faire déloger par la police, place de la République. Et donc, ça va amener dans l'esprit du public des réactions qui vont être avant tout émotionnelles, qui vont être des réactions soit d'empathie ou de pitié, soit des réactions de peur ou d'angoisse. Et les deux sont évidemment compréhensibles, mais on ne va pas du tout réfléchir à ces questions rationnellement avec notre raison. Et donc, on ne les voit plus du tout. On ne voit plus du tout la normalité des migrations. On ne voit jamais des migrants ou des réfugiés qui sont en train d'amener leurs enfants à l'école ou de cuisiner des spaghettis chez eux ou de répondre à une offre d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne les voit jamais dans la situation de monsieur et madame tout le monde, alors qu'en réalité, les migrants et les réfugiés sont des gens avant tout comme monsieur et madame tout le monde. Je dirais que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour, à mon avis, retrouver un peu de rationalité dans ce débat, c'est d'arrêter d'en parler systématiquement au pluriel, comme s'il s'agissait d'un groupe constitué. On dit toujours les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les étrangers, les sans-papiers, comme si tous ces gens se connaissaient entre eux et avaient un projet politique commun. Alors qu'en réalité, d'une part, ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne forment pas du tout un groupe constitué, ils sont venus en France ou en Europe pour des raisons très différentes, ont des aspirations, des projets de vie très, très différents. Et donc, je crois qu'un défi, c'est de parvenir à en parler au singulier et de reconnaître chacune de ces individualités et de reconnaître que oui, parmi eux, il y a des personnalités exceptionnelles qui seront de futurs prix Nobel ou de futurs médaillés olympiques. Et il y a aussi potentiellement des gens qui tomberont dans la criminalité et même des gens qui sont potentiellement racistes ou hostiles aux migrations, simplement parce que, je veux dire, ceux que nous accueillons sont à l'image de nous-mêmes et sont en quelque sorte une partie de nous-mêmes. Et donc, je crois que c'est très important d'arrêter avec cette sorte de normativité imposée aux migrants ou aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile, etc. Troisième élément, pour à mon avis retrouver un peu de raison, c'est apprendre de nos erreurs. Et je crois qu'une erreur que nous avons faite en tant que chercheurs, c'était de dire que nous allions opposer des faits et des statistiques et des chiffres à des peurs irrationnelles. Et que nous allions dire, vous voyez bien qu'il n'y a pas de vague migratoire ou d'invasion, d'ailleurs, voici les chiffres et voilà les pourcentages. Et le problème, c'est que la manière dont les gens vivent et perçoivent l'immigration, c'est largement au travers de leur vécu subjectif, que ce soit ce qu'ils voient dans les médias ou que ce soit ce qu'ils voient dans leur quartier, dans leur rue, dans l'école de leurs enfants, et que malheureusement, ces vérités dites objectives se heurtaient à ces perceptions subjectives comme sur un mur. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir aller aussi bien davantage dans le récit et dans l'individualisation des histoires et accepter effectivement qu'une perception subjective pour les gens est une forme de vérité et qu'on ne la déconstruira pas simplement avec des faits ou avec des chiffres,
parce que malheureusement, la plupart des réalités empiriques des migrations sont à la fois complexes et profondément contre-intuitives, et donc vont parfois aller à l'encontre du sens commun. Ce qu'a dit Madame Moreno-Dodson, par exemple, sur le lien entre migration et développement est extrêmement important. C'est-à-dire que plus un pays va se développer, plus il va y avoir davantage de gens qui vont avoir accès à la migration. C'est-à-dire que ce qui était pour eux une sorte de luxe inaccessible, d'un coup va devenir accessible lorsque le pays va progresser dans l'échelle du développement. C'est une réalité, mais c'est aussi profondément contre-intuitif. Plein de gens, y compris des gens très favorables à l'accueil des migrants, vont s'imaginer que si on injecte de l'aide au développement dans les pays d'origine, ça va réduire les flux migratoires, alors que c'est tout le contraire qui va se passer. Et donc, parvenir à expliquer ces réalités contre-intuitives, ça, c'est vraiment un grand défi pédagogique qui doit mobiliser, je crois, davantage les médias. Je suis toujours frappé de voir comme les médias, même quand ils sont de bonne volonté, sombrent parfois quelque part dans ce qui semble être de l'intuition ou du sens commun, mais malheureusement, les réalités des migrations vont souvent à l'encontre de ce sens commun. Merci, professeur Gémen. Alors, je me permets d'adresser une question qui… Je crois que Sophie Beau voulait dire quelque chose aussi. Peut-être juste, si vous me permettez, pour prolonger ce que vient de dire François Gémen, là, sur quelque chose qui nous est renvoyé en permanence, c'est oui, mais alors vous sauvez qui comme migrants? C'est des migrants économiques, c'est pas des réfugiés, c'est des réfugiés, c'est pas des réfugiés. Mais en fait, nous, on sauve des naufragés qui sont des personnes en danger de mort en mer, et quel que soit leur passé, leur avenir, leur futur, avec des milliers de raisons de fuir leur pays, comme le disait à l'instant François Gémen. Et donc, il y a cette responsabilité aussi au niveau des acteurs, comme nous, SOS Méditerranée, qui sommes en première ligne et qui sommes témoins, d'être soit porte-voix ou de donner l'occasion aux personnes de s'exprimer, de témoigner elles-mêmes, pour démystifier toutes ces histoires, parce qu'il n'y a pas deux raisons pour migrer et pour se retrouver en Libye, hein. Il y en a une infinité, et c'est une infinité aussi de nombre de nationalités qui se retrouvent sur notre navire. C'est en général entre 20 et 30 nationalités pour un sauvetage à bord. Donc vous imaginez le nombre d'histoires différentes de toutes ces personnes, et ce que nous essayons aussi de faire, et je prolonge donc par rapport à la question de Cédric tout à l'heure, c'est justement de donner un peu à voir cette diversité des parcours, toutes ces facettes des migrations. Et je suis bien d'accord sur le fait que parler de les migrants tout le temps, ce n'est vraiment pas quelque chose à conseiller. En l'occurrence, nous parlons des femmes, des hommes et des enfants qui sont à bord de notre navire, parce que cette étiquette n'a aucun sens. Ils n'ont pas… Mis à part le fait de se retrouver ensemble sur cette petite embarcation en péril, ils n'ont pas de destin commun, ces personnes. Voilà, donc je pense qu'il faut restituer, je suis tout à fait d'accord sur ce que disait François Gémen, et restituer leur singularité, leur individualité à chacune de ces personnes, et qu'on arrête de coller des étiquettes qui participent à ce processus de mystification politique et d'instrumentalisation, en fait, et de simplification. Donc voilà, c'était juste pour ajouter cet élément. Merci. Oui, c'est évident, l'aspect groupe et grégaire participe à la déshumanisation en réalité des migrants. Alors, j'avais une question qui émerge notamment de mon activité professionnelle et qui concerne le traitement des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés étrangers. Vous avez dû, Madame Beau, malheureusement, constater, vous l'avez d'ailleurs évoqué, la présence de nombreux mineurs dans les bateaux que vous parvenez à sauver. Ne pensez-vous pas qu'un régime, que peut-être une des façons d'aborder la problématique des flux migratoires serait à tout le moins d'unifier le régime des mineurs au plan européen, permettant peut-être aussi à l'opinion publique de trouver un consensus beaucoup plus facilement par le biais de ces jeunes gens qui viennent chercher un avenir en Europe, et d'apporter un regard beaucoup plus conciliant sur ce flux migratoire bien spécifique, encore une fois, chacun ayant son histoire relativement poignante. Ne trouverait-on pas ici une base commune d'accord pour engager une politique beaucoup plus pertinente?
Alors, je ne sais pas à qui vous adressez la question. À moi. À Alors, tous. nous avons très exactement 22% des personnes secourues à bord de l'Aquarius et de l'Ocean Viking sont des mineurs qui voyagent. Donc, des mineurs, alors, ce qu'ils déclarent, hein, nous, on est sur du déclaratif, bien évidemment. On ne fait pas de tests osseux pour vérifier leur âge, si tant est que cette notion ait un sens. Elle est évidemment décriée par beaucoup de spécialistes. En tout cas, si vous voulez, moi, je ne sais pas si c'est le point de départ ou le point d'arrivée. Ce qui me semble évident dans tous les cas, c'est que des principes qui sont à la base de notre société, qui sont le devoir d'assistance à personne en danger, qui sont les droits de l'enfant, voilà, ces principes-là, aujourd'hui même, sont remis en cause dans l'Union européenne largement et ne sont pas respectés par nos États. Et là, je ne vais pas esquisser des solutions politiques et encore moins sur la question d'immigration, autant sur la question du sauvetage en mer, j'ai beaucoup de choses à dire, autant sur la question des politiques migratoires, on ne se considère pas comme des experts chez SOS Méditerranée. Moi, en tout cas, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est de voir jusqu'où on peut aller dans le cynisme et dans la remise en question de nos principes fondamentaux de civilisation, de cette civilisation de Méditerranée qui justement s'est construite sur l'échange culturel, sur le partage, sur le commerce, sur la diversité et depuis des millénaires. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Madame Moreno-Dodson ou à Monsieur Gémen pour donner leur avis. Madame Moreno-Dodson, au niveau de l'approche que fait la Banque mondiale sur le traitement des mineurs, avez-vous quelque chose à nous apporter? Non, malheureusement, je ne peux pas parler d'actions concrètes qui soient prises au niveau Banque mondiale. D'actions concrètes pour les mineurs, plutôt, comme j'ai dit, la plupart d'actions, si on parle, c'est deux choses séparées. Une, c'est la Banque mondiale et une autre, c'est ce qu'on fait nous à notre centre, parce que nous, on fait pas pour le moment, on ne fait pas de prêts. Donc, la Banque mondiale, ils prêtent au niveau national et ce ne sont pas des programmes qui sont ciblés à des groupes de la population, mais c'est surtout à toutes les populations vulnérables pour la réduction de la pauvreté. Donc, c'est bien sûr que c'est mesuré où il y a la pauvreté, quel a été le résultat des programmes, et ça inclut les plus vulnérables et les mineurs. Mais ce ne sont pas des programmes qui visent uniquement les mineurs. C'est des programmes qui visent tous les vulnérables, tous ceux qui sont vulnérables. Nous, de notre côté, on essaye de refléter justement et de défendre aussi les droits de ces mineurs dans le narratif qu'on essaye de mettre en place. Et on espère que vraiment ce rapport flagship qui sortira en 2021 va pouvoir capturer aussi tous ces aspects. Et encore le fait que nous avons les gouvernements et les institutions internationales dans notre membership qui contribuent aux travaux des centres nous donne un peu d'espoir de savoir que nous allons essayer de franchir quelques barrières dans ce dialogue, parce que dans le passé, il y a eu, je vous raconte tout, il y a eu des rapports qui ont été préparés vraiment en présentant la vision du Sud, qui n'ont pas été publiés parce qu'il y a eu la tension politique avec les pays du Nord qui n'ont pas voulu les publier. Donc, on est heurté souvent à des obstacles comme ça. C'est pour ça que c'est très important l'instrument qu'on utilise pour mettre en place ces dialogues et que ces dialogues donnent des résultats concrets. Et je pense que le CMI est mieux placé que la Banque mondiale en tant que telle parce que nous avons une institution qui a une certaine indépendance. Nous pouvons avoir tous ces dialogues de façon ouverte entre les Nord et les Sud sans qu'il y ait des conséquences au niveau de la relation bailleur-emprunteur. Donc, c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup d'être invité à ces forums et à des dialogues similaires pour pouvoir apprendre et contribuer. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour ces interventions. Je demande s'il y a une dernière question du public, parce que sinon, on va pas tarder à conclure. Donc, manifestez-vous, hein, c'est vos dernières secondes. Et sinon, je passe la main à Maxime pour conclure. Donc, voilà, vous pouvez allumer vos micros. Enfin, au pire, voilà, si vous avez encore une petite question, allez-y. Bon, je crois que... Ouais, non, je ne vois pas de questions supplémentaires. Ouais.
Je voudrais vraiment remercier tout particulièrement Cédric pour avoir mis en place cet événement et Laurine pour la communication. Je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants du jour. Merci Madame Beau, merci Madame Moreno-Dodson et merci Monsieur Gémen pour vos éclairages. Merci à Paul Michelet, merci à Didier Davidian pour avoir assuré la modération et merci également à Yann Rabot pour avoir été partenaire de l'événement. Et je tenais également pour conclure cet événement à vous rappeler que le forum se poursuit sur toute la semaine. Donc, je vous invite à vous inscrire sur nos autres événements. Demain, nous partirons au Canada sur des problématiques de navigation et de changement climatique. Donc, ça sera extrêmement intéressant également. Et je souhaite, pour conclure cet événement aujourd'hui, laisser la parole à Bernard Elroul, délégué général de Sciences Po Alumni. Bernard, si vous êtes parmi nous. Oui, je suis là. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je serai très bref. Alors, permettez d'ajouter mes remerciements à ceux formulés à l'instant par Maxime auprès de nos trois intervenants pour cette conférence tout à fait passionnante. Remercier évidemment très, très chaleureusement Paul et Didier pour leur animation et modération et saluer et remercier là aussi très chaleureusement évidemment le cercle Sciences Po HEC des alumni, notamment Maxime, Laurine et Cédric, pour la qualité du travail effectué ces derniers mois et pour avoir rendu possible cet événement qui n'en est qu'à sa première étape et c'est d'ores et déjà un succès. Donc bravo à tous les trois. Nous soutenons évidemment très fortement ce projet, l'initiative que vous avez prise, cette Alumni World Tour, pour plusieurs raisons, parce qu'il incarne véritablement la diversité que nous appelons de nos voeux à Sciences Po Alumni et à HEC Alumni également, dans la mesure où il y a tout d'abord une vraie diversité institutionnelle. Ce n'est pas le premier événement que Sciences Po Alumni et HEC Alumni organisent ensemble. Nous partageons des valeurs, nous partageons des problématiques, nous partageons une vision de l'avenir. Nous nous sommes retrouvés d'ores et déjà il y a quelques mois lors du premier confinement au début de la crise sanitaire pour monter ensemble une campagne de collecte de fonds au profit d'MSF et de Médecins du Monde, et certaines et certains d'entre vous, que vous soyez alumni de Sciences Po ou d'HEC ou des deux, vous en souvenez peut-être. Donc une vraie diversité institutionnelle aujourd'hui, une vraie diversité générationnelle également. Le bureau de Sciences Po, du cercle Sciences Po HEC des alumni est aujourd'hui conduit par de jeunes camarades qui sont pour certains encore étudiants en double cursus aujourd'hui. Ils incarnent le nouveau souffle que nous souhaitons pour nos associations respectives et ils incarnent l'avenir de nos entités, et donc on leur souhaite évidemment bon vent. Et puis enfin une diversité géographique. Je le disais tout à l'heure, Marseille, première étape d'un tour du monde qui se poursuit pour les 4 jours à venir encore, avec un vrai travail de coopération, de coordination, de collaboration avec les sections de Sciences Po, avec les chapitres internationaux d'HEC Alumni à Singapour, au Liban, en Russie, au Canada. Et là encore, c'est une formule que nous appelons de nos voeux, que nous soutenons pleinement, parce que c'est encore une fois l'incarnation de ce que nous souhaitons pour l'avenir de nos associations diverses, diversifiées, rayonnant sur l'ensemble de la planète. Donc pour toutes ces raisons, chers et chères alumni, chers amis et chers membres du bureau du cercle Sciences Po HEC, au nom de Pascal Perrineau qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, président des alumni, mais nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs voeux
de bonne santé, évidemment, pour vous accompagner dans vos projets et pleine réussite pour cet événement tout à fait inédit dans l'histoire de notre association. Et j'espère qu'il y aura dans les années à venir de nombreux tours du monde des alumni comme celui que vous avez initié. Voilà, merci à toutes et à tous.